Non, mais en fait, mais Retailleau l'a dit très clairement dans l'interview que vous avez passée. Il dit très clairement que si LR est monté au gouvernement, LR était contre l'entrée au gouvernement. C'était l'entremise de Laurent Wauquiez, qui était président du groupe à l'Assemblée nationale. C'était l'ensemble des dirigeants qui avaient dit ça, mais ils sont montés au gouvernement uniquement parce qu'Emmanuel Macron leur a présenté la voie suivante. Soit c'est quelqu'un du NFP, donc potentiellement Lucie Castet ou Bernard Cazeneuve, soit c'était une alliance entre les macronistes et les républicains qui, en fait, a constitué le groupe le plus puissant à l'Assemblée nationale. Or, ce que dit Catherine est partiellement juste. Certes, les républicains sont très faibles au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est le groupe qui vous permet de faire passer le socle commun au-dessus du nombre de députés du nouveau Front populaire. Et c'est ça qui justifie le fait que ce soit eux qui sont au gouvernement et pas le nouveau Front populaire. Et donc, cette différence fait en sorte aussi a permis à François Bayrou d'être Premier ministre. Et c'est d'un point de vue uniquement arithmétique et d'un point de vue politique. Sur le plan concret, Bruno Retailleau a raison sur le fond et sur la forme. Pourquoi est-ce qu'il a raison sur la forme? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est lui qui décide. Certes, constitutionnellement, c'est pas lui qui décide s'il reste au gouvernement, mais si François Bayrou ou si Emmanuel Macron n'oserait que virer Bruno Retailleau, il s'exposerait à deux conséquences. La première, c'est que vraisemblablement le budget ne passerait plus et qu'il risquerait une motion de censure qui soit très importante lors du budget. Et donc, il y aurait une deuxième conséquence qui est en cas de dissolution, le socle commun sans les LR n'a aucune chance de gagner les élections. Quand vous regardez toutes les enquêtes d'intention de vote, il y a uniquement l'alliance entre les deux blocs qui permettrait potentiellement soit d'arriver en tête, soit d'arriver deuxième, ce qui permettrait à un front républicain face au Rassemblement national et donc de constituer une majorité. Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de perdre les élections. Autre point sur le fond, et je pense que c'est ça le véritable sujet, c'est est-ce que le macronisme mourra après Emmanuel Macron? Nous, on a contacté l'Élysée parce qu'on était en train de rédiger un rapport. Est-ce que le macronisme va survivre à Emmanuel Macron? Et la simple question est la suivante, c'est que le macronisme n'a pas d'héritier politique, dans la mesure où Gabriel Attal ne prend pas la même ligne que le président de la République et surtout les deux sont brouillés. Édouard Philippe, l'autre héritier putatif, est en disgrâce également avec le camp présidentiel et donc il n'y a pas d'héritier politique. Et également sur le fond politique, la doctrine du macronisme a évolué avec le temps. Ce n'est pas le même macronisme entre maintenant et 2017. Donc qu'est-ce que va laisser le chef de l'État a posteriori de son élection et a posteriori de son mandat en 2027, c'est toute une question qui est posée et je pense qu'il mérite d'une réflexion et de l'Élysée et du camp présidentiel. Mais est-ce que c'est vraiment Emmanuel Macron qui ne peut pas quand même se maintenir? Je trouve qu'il va un peu vite en besogne. Nous, l'impasse qu'on avait donnée à l'Élysée était la suivante, c'était que le seul capable de faire deux en même temps, c'était Édouard Philippe, qui voulait réunir la gauche social-démocrate à la droite conservatrice. Le problème, c'est qu'ils veulent le tuer politiquement. Donc c'est ça le problème essentiel qu'ils ont en fait essentiellement. C'est-à-dire que tous les héritiers putatifs d'Emmanuel Macron ont été soit ciblés par le camp présidentiel, soit ciblés directement par l'Élysée lui-même qui voulait les tuer politiquement. Et ensuite, après, je pense qu'il y a une autre difficulté, c'est qu'hormis la pensée du chef, et hormis le fait que Attal puisse constituer maintenant le parti Renaissance, il n'y a pas de doctrine qui a été mise en place par Renaissance, notamment sur les sujets économiques qui sont passés d'un libéralisme forcené à une sorte d'interventionnisme lors de la crise Covid. Sur le nucléaire, ils sont passés de l'écologie à outrance et fermeture des centrales nucléaires à maintenant à étant pro-nucléaire. Donc en fait, vous avez une évolution constante du macronisme. Et donc, moi, je pense que quand même sur le fond, vous avez quand même un vrai sujet. C'est est-ce que le macronisme n'est pas porté que par un seul homme, Emmanuel Macron, qui fixe, qui décide de la doctrine et qui l'évolue en fonction des circonstances et des circonstances politiques. Voilà. Il y a pas de la doctrine, c'est un bien grand mot, je crois qu'ils n'en ont pas. Tu vois, moi je pense que le problème qu'ils ont, Catherine, c'est que au début de 2017, ils arrivaient un peu à faire des deux, et de gauche et de droite, parce qu'ils avaient Nicolas Hulot à l'écologie et qu'ils avaient Bruno Le Maire au ministère de l'économie et des finances. Mais maintenant, je pense que c'est ça le problème de la Macronie, c'est qu'ils sont passés à un centre-droit giscardien classique, comme ce qu'on a connu. De droite. Et oui, de droite, et qu'on appelle l'alliance entre RPR et UDF, mais qu'on a connu pendant des années, en fait. C'est ça que maintenant qui se passe. Et donc, le problème qu'ils ont structurellement, c'est que lorsque vous avez une alliance hétéroclite comme ça, c'est le plus puissant qui gagne. Or, sur le fond, sur les idées et sur le plan politique, c'est la droite qui va l'emporter en fait face à ce centre-là, parce que d'un point de vue élu local, c'est eux qui tiennent l'ensemble des mairies, c'est eux qui tiennent l'ensemble des collectivités territoriales. Sur les idées, c'est leurs idées qui sont davantage majoritaires, parce que sur le plan régalien, etc., ils n'arriveront pas à battre la droite républicaine classique, parce qu'il y a une tendance de fond qui pousse à ce qu'on appelle la droitisation. Et je ne crois pas donc, moi je pense que le dernier point qu'ils ont, c'est ça, c'est qu'ils ont perdu l'originalité qu'ils avaient, qui faisaient un peu des deux et qui sont en train de s'écrouler. Je pense que Retailleau en profite pour faire une OPA sur le macronisme. Mais c'est la stratégie appliquée par Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui lui a conseillé ça. C'est Nicolas Sarkozy qui conseillait cette doctrine-là en 2022, qui avait dit il faut que la droite rentre au gouvernement, non pas pour s'allier au macronisme, mais pour faire une OPA sur ce qui reste de la macronisme, avec une logique qui est simple, c'est qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas se représenter en 2027. Ce qui restera du macronisme ira s'allier à la droite. Le désastre est... Parce que tant qu'elle décidera de rester au gouvernement, elle restera au gouvernement parce que Emmanuel Macron a besoin d'elle.
Et il la défend. Et c'est le premier à défendre, avant même que François Bayrou a pu s'exprimer, c'est lui qui l'a défendu dans un communiqué à l'AFP. Et donc, ils ont besoin d'elle parce que c'est une seule prise de guerre qu'ils ont. Et c'est une des seules ministres qui est actuellement visible dans le camp macroniste, ou en tout cas entre macronistes et LR. L'autre point, moi, je pense, pourquoi est-ce qu'il la maintiendra, c'est une question de principe. C'est-à-dire qu'il a fait évoluer sa doctrine. En 2017, il était sur la doctrine et le président Jospin. Le président Jospin, ancien Premier ministre, avait dit très clairement que lorsqu'un ministre était mis en cause par une affaire judiciaire, il devait démissionner pour pouvoir se défendre. Non pas qu'il était forcément coupable, mais qu'il devait démissionner pour ces raisons-là. Emmanuel Macron était sur la même doctrine et il a changé de position avec l'affaire Dupond-Moretti et également par l'affaire Gérald Darmanin. Pourquoi ? Pour différentes raisons. C'est qu'il considère dans sa conception que si vous êtes mis en cause et que vous êtes obligé et que vous avez demandé à un ministre de démissionner, ce serait donner un pouvoir au juge et donner un pouvoir à l'autorité judiciaire de décider qui peut rester au gouvernement ou pas. Et dans sa conception très jupitérienne, il y a que lui qui peut décider qui reste ministre. Ensuite, après, il y a une autre point. Ça pose un problème par rapport à l'indépendance de la justice. Qui peut poser un problème, mais moi je pense qu'il y a un problème aussi. C'est-à-dire que, imaginons qu'il devait forcer Rachida Dati à démissionner et qu'il se retrouve par la suite que Rachida Dati sorte innocente, ce qui n'est pas totalement exclu, parce que c'est une affaire de qualification de est-ce que c'est une activité de lobbying ou est-ce que c'est une activité d'avocate, en gros c'est ça l'affaire. Si elle est innocentée, elle aurait un préjudice qui coûterait plus important. Donc c'est ça, je pense que le point. Sauf que ça peut être vu comme un traitement de faveur vis-à-vis de ses ministres. Justiciable lambda n'a pas cette possibilité d'être maintenu, par exemple dans son emploi ou dans sa fonction. Je connais pas encore. Peut-être que je connais pas tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de secteur d'activité où vous oblige à démissionner lorsque vous n'êtes pas condamné. C'est après condamnation qu'il y a une incompatibilité entre l'emploi et la condamnation, mais il n'y a pas de. Là, il y a une notion d'exemplarité. Il n'y a pas de job. Mais c'est pas un sur job. Un papier. Non, mais il n'y a pas d'emploi sur un papier auquel vous êtes amené à démissionner uniquement parce que vous êtes renvoyé au tribunal correctionnel. Est-ce que ça vous parle, enfant, quand il les invitait à l'Élysée? Donc il était plutôt rigoureux sur la pratique des institutions et le fait qu'on a un devoir de respecter. C'est marrant parce que tu poses des questions. Pourquoi tu veux pas la réponse? On a compris, vous partagez pas du tout le même avis. De toute façon, on l'a compris. Donc sur la réponse en question, c'est une question de conception. Est-ce que on pense que ce qui est le plus important dans les principes constitutionnels, qu'on doit prendre en compte la présomption d'innocence, ou est-ce qu'on doit prendre en compte ce qu'on appelle communément dans la doctrine habituelle le tribunal médiatique, qui considère que lorsque vous êtes inculpé, lorsque vous êtes mis en examen ou lorsque vous êtes renvoyé en correctionnel, vous êtes automatiquement coupable. Donc c'est cette affaire-là. Et le deuxième point que moi je pense qui est très important, c'est la question du préjudice. Imaginons, et on ne sait pas ce qui peut se passer, je n'ai pas l'affaire en cause, mais imaginons que Rachida Dati soit innocentée. Ça veut dire qu'elle aura un préjudice d'avoir perdu son poste alors qu'elle a été innocente. Et ça, je pense que ça pose un véritable problème en termes de droit. François Bayrou, une petite guerre d'ego peut-être entre les deux hommes ? Moi, je pense qu'il y a 3 points à aller sur entre Bayrou et Macron. Moi, je pense que Bayrou est d'accord avec ce qu'a dit Bruno Retailleau. Je pense que sur le fond, il partage le même constat que lui en disant que le macronisme ne perdurera pas après 2027 parce qu'il n'a pas une affection particulière pour Gabriel Attal et pour comment il porte Renaissance. L'autre point qu'il a, et je pense qu'il va porter à Bruno Retailleau, c'est de dire que certes, Bruno Retailleau a raison, ou en tout cas, personne ne peut l'empêcher d'avoir des ambitions présidentielles. La question, c'est est-ce qu'il a vraiment intérêt à couler le navire gouvernemental dans la période dans laquelle ils sont actuellement? Est-ce que ça lui coûtera pas plus cher s'il continue comme ça que s'il reste sur une certaine solidarité en disant sa posture au-dessus de la mêlée, en disant on est là pour l'intérêt de la France, on est là pour sauver la France des mélenchonistes ou je sais pas quoi, ou faire adopter le budget. Je sais pas. Non mais ça va être ça à peu près qu'il dira, je pense. Et l'autre point, c'est la question aussi, je pense que ça va être le point essentiel, ça va être les élections municipales. C'est-à-dire que le bloc commun a plus intérêt, je pense, dans la tête de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, de partir ensemble plutôt que de partir divisés aux prochaines élections, parce que actuellement, certes, LR est en train de regagner des voix lors des intentions de vote, mais pas suffisamment pour redevenir un parti hégémonique et majoritaire, et qu'ils ont besoin de l'un et l'autre pour faire tenir l'attelage, et qu'en cas de division du socle commun, ils perdraient, notamment parce qu'ils seraient éliminés du second tour dans la plupart des configurations. Mais un mot, William T. Après, on parlera de sa réaction aussi au sujet du dossier de Rachida Dati. Moi, je partage. Je pense que ce qui est plus difficile pour François Bayrou, c'est pas les critiques contre Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron ne sera plus là en 2027. Ce qui est plus difficile pour François Bayrou à gérer, c'est lorsque vous avez des affrontements entre Agnès Pannier-Runacher et Bruno Retailleau sur les énergies renouvelables, parce que ça remet en cause la politique gouvernementale et ça jette un trouble sur la politique gouvernementale. Qui est des affrontements. Ce sont des sujets de fond. Voilà, c'est des sujets de fond. Ça n'a pas en fait, moi, je pense, c'est pour ça que je suis d'accord avec Catherine. Moi, je pense que le véritable sujet, c'est est-ce que les Républicains et est-ce que le bloc présidentiel. Vous êtes d'accord. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que le bloc présidentiel vont afficher
un bloc unitaire pour défendre le budget parce qu'ils doivent faire face à des oppositions du Rassemblement national et des oppositions venant de la gauche. Et donc, s'ils perdent la cohérence budgétaire et s'ils perdent la vente qu'ils ont, ils auront un problème pour expliquer le budget à l'opinion publique. Or, tout le pari de François Bayrou, c'est de faire en sorte que l'opinion publique se retourne et dise qu'il vaut mieux le mauvais budget de François Bayrou plutôt qu'une censure. Et que les électeurs du Parti socialiste et les électeurs du Rassemblement national fassent pression sur leurs dirigeants lorsqu'ils vont retourner en circonscription pour dire « laissez passer le budget ». Certes, le budget n'est pas fantastique, mais vaut mieux avoir le budget de François Bayrou, qu'on ait un shutdown, que les fonctionnaires ne soient pas payés et que la dette ne soit pas levée. C'est tout le pari de François Bayrou. Et si vous avez une cacophonie gouvernementale plutôt qu'une polyphonie, de toute façon, le plan de François Bayrou est mort. Moi, je le comprends comme ça. Non, mais il donne une précision. Lorsqu'on lui répond, il dit « Moi, j'étais ministre de la Justice. J'étais ministre de la Justice et ministre de la Justice plus mise en examen n'était pas compatible dans l'exercice de mes fonctions parce que comme ministre de la Justice, je pouvais avoir une main ou en tout cas, on pouvait me prêter une influence sur les questions judiciaires. » Là où je pense qu'en fait, pourquoi il soutient pas Rachida Dati, c'est la question d'opposition de fond qui concerne François Bayrou avec les sarkozystes depuis le début. Et il aurait préféré, je pense, que Rachida Dati parte, parce que je pense qu'il préfère avoir un autre candidat pour le socle commun à Paris. Et en plus, ça lui permet de mettre un tacle à Nicolas Sarkozy, qui sont quand même des ennemis héréditaires depuis les années 90. Donc je pense que c'est pas une opposition sur le fond, parce que lui-même a dit qu'il y avait un problème d'incompatibilité sur l'exercice des fonctions et non pas sur le fait que Rachida Dati soit fait. Et je pense que l'autre point qui pose problème pour François Bayrou, c'est que lui-même n'a pas été associé à la prise de décision et que c'est Emmanuel Macron qui a décidé quasiment tout seul en mettant en fait une réaction et il l'a peut-être mis devant le fait accompli sans même que François Bayrou n'ait pris part à la décision. Ça file une arme supplémentaire à la gauche pour voter une éventuelle motion de censure contre le budget parce que maintenant que la gauche est parti en ordre-nier et va demander et réclamer la démission de Rachida Dati, ça filera un argument supplémentaire auquel François Bayrou essaye d'éliminer petit à petit les différences entre le Parti socialiste et son camp sur l'adoption du budget, notamment porté sur différents points spécifiques. Mais en tout cas, ça donnera du grain à moudre supplémentaire à la gauche pour les motiver à voter une motion de censure contre François Bayrou. Je pense que c'est ça la difficulté.